Alors, donc cette rentrée 2023, on va essayer de vous donner quelques conseils ou quelques pistes, hein, pour que l'année se passe au mieux pour votre enfant à l'école. Donc, pour l'éducation nationale, hein, les inspecteurs et tous les professionnels de l'éducation nationale ont bien conscience qu'il faut, prendre en compte les particularités de chaque enfant et du coup d'avoir un programme spécifique et personnalisé. Pour ce faire, ils ont créé, l'école inclusive, donc qui vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous, hein, de la maternelle au lycée. Mais dans les faits, vous savez bien que c'est beaucoup plus compliqué, que, les situations diffèrent en fonction de l'âge de votre enfant, de la situation de l'enseignant, de l'AESH, qui est présent ou pas présent et cetera. Donc beaucoup de situations différentes et je pense que le maître mot pour que ça se passe bien, c'est quand même d'arriver à communiquer avec un des partenaires, qui va, faire partie de la scolarisation de votre enfant et du coup, on va vous montrer quelques outils pour essayer d'entrer dans cette communication de manière la plus effective et de pas commettre, d'impairs ou de penser peut-être aussi que, les enseignants, en savent plus sur l'autisme que vous pensez ou des choses comme ça. Voilà. Tout d'abord, vous avez, un entretien de rentrée, depuis 2019 qui est obligatoire, hein, depuis 2019. Il est dans la circulaire de rentrée, dont j'ai mis le lien, en bas de cette diapo. Cet entretien de rentrée, il est entre vous, l'AESH et l'enseignant, si l'enfant est en école primaire, ou le professeur principal s'il est au collège ou au lycée. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui ne le savent pas, mais il y a aussi beaucoup de professionnels qui ne le savent pas, les enseignants ou des AESH, hein. Et du coup, si cet entretien de rentrée, donc qui doit se faire avant la Toussaint, donc il y a un petit peu de temps, mais quand même ne vous était pas proposé, voilà, je pense que vous pourriez dire, bah, que ce serait intéressant que vous rencontriez tous les 3, que, ça fait partie de la circulaire de rentrée de 2019, voilà et que c'est le moment où vous pouvez un peu présenter, votre enfant et voir comment vous allez pouvoir, entrer dans cette communication avec les professionnels. Alors comme, support de cet entretien, moi je vous propose, ce que j'ai appelé une carte d'identité TSA qui est plutôt un mode d'emploi de votre enfant. Sur le site du CRAIF, hein, j'ai mis le lien sur la diapo, il y a 3 cartes d'identité, une maternelle, une élémentaire et une du collège. Celle du collège, c'est une maman qui me l'a donnée, qui l'avait faite pour sa fille, hein, donc bien sûr, on a changé le prénom, mais elle est restée telle quelle, voilà. Donc l'idée, c'est que vous arriviez à présenter votre enfant à l'instant où vous allez donner, cette feuille, hein, qu'il va falloir réactualiser en fonction des progrès ou en fonction du changement qu'il y a dans la vie de votre enfant et du coup, vous sélectionnez, ce qui vous paraît important. L'idée peut-être ce serait de se mettre un maximum une seule page, une seule feuille, voilà, que tout tienne dans une seule feuille, que ce soit assez, concis, précis mais concis, de façon à ce que l'enseignant ou tous les enseignants au collège, aient ce mode d'emploi de votre enfant et qu'ils puissent s'y référer sans aller chercher dans un dossier, un tas d'informations. Voilà, il faut que vous vous rendiez compte que l'AESH n'a que très rarement accès au GEVASCO, donc elle ne sait absolument pas ce qu'est votre enfant, que dans les formations d'AESH, on leur dit encore de ne pas entrer en contact avec les familles, hein, pour se préserver, pour pas que, voilà, il y ait des choses qui soient dites, de malencontreuses ou enfin voilà. Donc du coup, en fait, par exemple, l'AESH, elle a très peu d'informations sur votre enfant et du coup, ce document, pourrait lui être bien utile et donc elle peut commettre des impairs, parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'a pas eu l'information. L'enseignant, c'est pareil, l'enseignant en général, il ne sait pas ce que c'est que l'autisme. On lui dit à la rentrée, voilà, il y a un nouvel élève, il est autiste, bon bah, enfin voilà, on ne sait pas grand-chose sur lui, donc l'enseignant va aller se renseigner, sur les sites, il va essayer de chercher des formations pour savoir comment faire. Mais ce sera jamais adapté à votre enfant si vous lui donnez pas les infos sur votre enfant.
Voilà, partez du principe que l'enseignant, il ne connaît pas l'autisme, il ne connaît pas votre enfant et qu'il n'a pas eu accès au GVASCO. Comme ça, voilà, vous vous dites, voilà, il appréhende juste autant que vous, finalement, cette rentrée parce qu'il n'est pas formé et il ne va pas trop savoir quoi faire. Donc, l'idée, c'est que vous lui apportiez des informations sur votre enfant. Vous êtes le parent, vous ne marchez pas sur ces plates-bandes pédagogiques puisque vous venez avec des informations sur votre enfant et pas sur sa façon dont lui va gérer va gérer sa façon d'enseigner dans sa classe. Donc, l'idée, hein, c'est d'amener à ce que toutes les personnes qui sont autour de votre enfant soient convaincues que plus il y aura de cohérence dans les actions menées autour de cet élève pour l'enseignant, mais autour de votre enfant, plus il y aura de cohérence et mieux ça va fonctionner. Vous en avez bien conscience, mais il va falloir que vous fassiez prendre conscience de ça à la communauté scolaire et puis aux spécialistes, hein, donc que ce soit en libéral ou au CESAD. Dans les CESAD, ils savent bien qu'il faut travailler tous ensemble, mais quelquefois, les psychomotriciens ou orthophonistes ou les psychologues ne se rendent pas compte qu'elles sont un maillon de tout un réseau qu'il faut mettre en place, ce qui demande effectivement encore hein, des efforts de communication entre les partenaires qui ne se voient pas forcément. Donc, il va falloir que vous essayiez de mettre ces personnes ensemble, sans qu'elles se voient forcément, hein, mais du coup, qu'il y ait des liens entre les gens et entre surtout toutes les actions qu'elles mènent. Un exemple complètement trivial, mais je ne sais pas si votre enfant communique avec un classeur de communication et que vous arrivez à l'école avec le classeur et que vous n'expliquiez rien à l'enseignant, il n'en a jamais vu, il ne sait pas ce que c'est, ça va rester au porte-manteau avec le manteau. Peut-être que l'enseignant va trouver que il y a des images partout, que ça sert à rien une fois que vous l'aurez expliqué. Et du coup, c'est là que vous pouvez vous appuyer sur l'orthophoniste peut-être qui peut expliquer que c'est un fait, cet enfant communique avec un classeur de communication et que on est obligé de le prendre en compte, qu'on ne peut pas imaginer apprendre quelque chose à un enfant si on n'a pas son mode de communication avec lui tout le temps et qu'il va falloir que l'enseignante et l'AESH connaissent un petit peu le mode de communication de l'enfant et s'en emparent. Voilà. Aux ESS aussi, il y a beaucoup de témoignages hein, de parents qui disent que finalement, quand il y a des difficultés de communication avec l'enseignant, les paramédicaux, en réunion d'équipe de suivi de scolarisation, souvent ont bien compris l'enfant comme les parents, mais ne sont pas la famille. Et du coup, le discours est plus professionnel et quelquefois, c'est plus efficace que ce soit eux qui expliquent plutôt que les parents. Voilà. Donc, si vous avez des prises en charge extérieures, il faut vraiment s'appuyer sur eux. Il faut vraiment penser que ça peut être une ressource dans la communication avec l'école. Alors, vos interlocuteurs, donc par rapport à l'école et au collège, donc vous avez l'enseignant de la classe ou le professeur principal, bien entendu, mais vous avez également l'enseignant référent du secteur, qui est normalement votre interlocuteur privilégié par rapport à la scolarisation. C'est eux qui font le lien entre l'éducation nationale et la MDPH. Ce sont des enseignants, mais ce sont eux donc, qui président la réunion d'équipe de suivi de scolarisation. Et cette réunion d'équipe de suivi de scolarisation, c'est des idées, c'est vos demandes, c'est tout ce qui est, voilà, c'est consigné dans le GVASCO. Il n'y a pas de prise de décision hein, dans cette réunion et c'est une réunion qui se prépare en amont, c'est-à-dire que ce n'est pas là qu'on va vous faire des annonces ou qu'il va y avoir des gros changements. C'est là où on collecte hein, les données de tout le monde et où on fait un bilan, voilà, mais qui se prépare normalement en amont. Vous avez aussi comme interlocuteur du coup l'AESH suivant les rapports que vous allez avoir avec elle, donc soit l'AESH tout seul, soit en présence de l'enseignant. Si vous avez un éducateur d'un CESAD ou d'une association qui est
reconnu par l'éducation nationale, du coup, cet éducateur pourra aller à l'école ou au collège, et du coup, ça vous fera aussi une personne qui pourra vous aider à décrypter ce qui se passe et à pouvoir intervenir et aussi à mettre en place les outils dans l'établissement et les mêmes outils à la maison. Le médecin scolaire aussi peut s'avérer être un interlocuteur intéressant en fonction de la problématique. Le psychologue scolaire, bien sûr le directeur ou le chef d'établissement, et puis le personnel du périscolaire, puisque ce sont des temps qui sont aussi importants, et il va falloir, par exemple en élémentaire, il n'y a pas forcément, les outils ne passent pas forcément de la classe au temps périscolaire. Du coup, par exemple, pour garder l'exemple du classeur de communication, il se peut que personne, sur le temps de midi, n'ait entendu parler du classeur de communication. Ça peut vraiment arriver. Voilà. Donc, il faut que voilà, vous ayez une vue d'ensemble de tous les interlocuteurs avec lesquels vous devez avoir des relations. Et puis après, en fonction de la situation, en fonction des écoles, en fonction de plein de choses, vous avez plus ou moins besoin de tel ou tel interlocuteur. J'ai juste un petit point là sur le projet de scolarisation. Donc pour ceux qui viennent de découvrir l'autisme de leur enfant, ou qui n'avaient pas encore qui n'étaient pas encore en relation avec la MDPH, une fois que la demande MDPH a été transmise, vous avez un numéro MDPH, et il y a un des volets du dossier du projet personnalisé de votre enfant qui s'appelle donc GEVASCO. La première demande de GEVASCO, elle se fait avec la direction de l'école et vous, et puis avec un médecin qui a rempli un CERFA. Voilà, et donc le premier GEVASCO, ça se fait à votre demande avec la direction de l'école et l'enseignant, et voilà, et tous les paramédicaux que vous voulez, de façon à ce que ce soit le plus riche possible pour que le GEVASCO soit le plus rempli possible avant de l'envoyer. Et l'enseignant référent transmet ce GEVASCO à l'MDPH. Et du coup, la commission de la MDPH doit rédiger un PPS. Alors, et la notification du coup d'AESH s'il y a besoin d'une notification d'AESH. La rédaction du PPS, elle se fait rarement. Je crois qu'en France, il y a 20% des dossiers de GEVASCO pour lesquels ça donne lieu à une rédaction d'un PPS. Après, finalement, le PPS, si vous le demandez déjà, la MDPH vous le rédigera, mais en fait, il n'y en a pas forcément besoin. C'est surtout au jour le jour qu'il faut vérifier qu'il y ait des adaptations qui soient mises en place. Parce que souvent, le PPS, c'est un document un peu administratif qui reste dans un placard. Voilà. Donc finalement, c'est pas dramatique si vous n'avez pas le PPS. Faut pas faire une fixette sur le PPS. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des adaptations qui soient très clairement écrites dans le GEVASCO, et que vous sachiez quelles sont les adaptations prioritaires à mettre en place pour votre enfant, et donc plutôt voilà, rester avec cette idée de mettre en place ce qui est important, et peut-être moins se formaliser sur le dossier PPS en lui-même. Donc à part le GEVASCO première demande, donc la première fois, tous les ans, le GEVASCO est réexaminé donc à cette fameuse réunion d'équipe de suivi de scolarisation, l'ESS. Souvent, donc c'est l'enseignant référent qui envoie la date de l'ESS et qui l'organise en fonction de son planning et qui vous propose une date. Ce qui est conseillé, c'est de vraiment prendre contact avec l'enseignant référent en amont de l'ESS, de la préparer avec lui, de voir un peu quelles sont les personnes que vous voulez inviter à l'ESS, les paramédicaux, et quels sont les changements que vous voulez opérer. Et puis surtout quand il y a une réorientation, s'il y a une classe spécialisée proposée, ou s'il y a quelque chose comme ça, il faut vraiment que vous soyez au clair avant d'avoir cette réunion de SS. Donc à cette réunion, il y a l'enseignant référent, vous, la famille, l'AESH qui doit être présente, et donc
à vous aussi peut-être, au cas où elle n'y soit pas, de dire qu'il faut qu'elle y soit. C'est quand même la personne qui est avec votre enfant la majeure partie du temps et en individuel, donc c'est quand même une personne qui connaît bien aussi. Le directeur de l'établissement, les paramédicaux que vous avez invités, l'enseignant, soit le professeur principal, soit l'enseignant de la classe, et puis le CESAD, si votre enfant a la chance d'être suivi par un CESAD. Donc voilà un GEVASCO, donc ça c'est pas une première demande, hein, c'est le GEVASCO qu'il y a tous les ans pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a une partie un peu accompagnement, aide, que ce soit des projets parce qu'il y a un problème alimentaire, qu'il y a un éducateur qui vienne, est-ce qu'il est à mi-temps au CNED, est-ce qu'il y a une prise en charge dans l'école par le réseau d'aide, est-ce qu'il a des soins hospitaliers en CMP, CMPP, CAMS, etc. Est-ce qu'il y a un CESAD? Voilà, donc ça, c'est un petit peu tout ce qui tourne autour de votre enfant. Et puis, il y a quand même les conditions matérielles, et c'est là que ça devient important, en bas à gauche, hein, dans le première feuille, les aménagements et les adaptations pédagogiques. Du coup, des outils de communication, du matériel informatique, voilà, du matériel pour la déficience visuelle. Donc, il y a pas beaucoup de propositions. Et donc, c'est dans ce carré, dans cette case, la commentaire et précision, qu'il faut être vraiment précis sur les adaptations principales dont votre enfant a besoin. Et puis après, il y a l'enseignant qui va remplir les observations par rapport à votre enfant. Et là aussi, c'est intéressant de pouvoir discuter avec l'enseignant pour voir si c'était avec son AESH, sans l'AESH, est-ce qu'il y avait des outils mis en place, est-ce que les outils qui avaient été demandés l'année d'avant étaient bien en place pour pouvoir évaluer les compétences de l'enfant, etc., etc. Donc c'est plutôt une discussion normalement l'évaluation, enfin la réunion de SS. C'est plutôt une discussion entre vous et l'équipe pédagogique pour voir un peu les projets de l'enfant et pour construire ensemble des nouvelles adaptations qui seraient intéressantes et qui seraient vraiment primordiales pour l'enfant. Je vous ai mis un lien en bas sur mon parcours handicap. Il y a plein d'explications sur le GEVASCO qui sont assez bien faites. Alors, dans les aménagements, donc il y en a plein de sortes. Donc, institutionnellement, il y a écrit sur la demande du GEVASCO, et par exemple, il y a écrit aménagement humain. Donc, ça, c'est la présence de l'AESH ou pas. Ça s'appelle aménagement humain. Donc, souvent, dans l'autisme, on demande un AESH parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et que c'est quand même beaucoup plus simple quand il y a une personne qui suit l'enfant. Mais il y a des enfants, au bout d'un moment, qui n'en veulent plus. Voilà. Donc, ce n'est pas une obligation de demander un AESH quand on fait une demande. Quand on fait une demande d'aménagement, il y a d'autres aménagements possibles. Donc, j'ai remis hein, dans le support, dans la réunion de l'équipe éducative, donc qui a lieu une fois par an de manière systématique, mais que vous pouvez à tout moment, vous pouvez appeler l'enseignant référent et lui dire là, ça va pas du tout, par exemple, il a que 2 heures par semaine d'AESH, ça se passe pas bien, hein, il faut revoir ça, donc vite, il faut refaire une réunion d'équipe de suivi de scolarisation et il faut qu'on en discute avec l'enseignant, avec l'AESH, il faut revoir le temps d'AESH. Voilà. Donc, vous pouvez très bien demander une réunion d'équipe de suivi de scolarisation en urgence, alors qu'il y en avait déjà une dans l'année. Voilà. Ça n'empêche pas. Après, les enseignants référents ont énormément de dossiers hein, d'enfants scolarisés et du coup, il n'y en aura pas non plus 3-4 dans l'année, mais n'empêche que, voilà, que vous pouvez quand même demander qu'il y en ait une autre. Sinon, l'enseignant référent peut aussi faire, si vous êtes d'accord avec lui et que c'est assez fluide, il peut aussi faire une nouvelle demande, sans avoir fait une réunion d'équipe de suivi de scolarisation, une nouvelle demande à la MDPH en faisant un ajout au GEVASCO. Voilà, il rajoute une demande en supplément. Et il l'envoie directement et sans passer par la réunion d'équipe de suivi de scolarisation. Ça arrive dans les changements d'emploi du temps, tout le monde est d'accord, voilà, c'est pas la peine de refaire une réunion. L'enseignant référent va prendre contact avec le directeur de l'école, il y a un changement d'emploi du temps et il est envoyé pour information finalement à la MDPH. Par contre, s'il a besoin d'une notification, effectivement, la MDPH va répondre à cette demande et va notifier ou pas la demande qui a été faite par vous à travers l'enseignante référente.
et c'est vous qui recevez la notification. Donc, que ce soit pour, une AESHI, pour du matériel informatique, voilà, c'est vous qui recevez les notifications chez vous. Donc là, pareil, l'école n'est pas au courant, par exemple, que vous avez une nouvelle notification, qu'il y a quelque chose qui a changé, donc c'est encore une fois à vous d'informer, le plus possible, les personnes concernées parce que, voilà, globalement, partez du principe que les informations ne circulent pas très bien et que du coup, dès que vous avez des nouvelles informations, c'est vraiment important de partager, voilà, pour pas créer de situations d'incompréhension parce qu'en fait, c'est juste un manque d'information, d'un des partenaires. Par rapport aux AESH, il y a la possibilité si le rectorat, par exemple, met du temps à recruter une AESH pour votre enfant, alors déjà, vous pouvez appeler l'école inclusive, hein, le service école inclusive. C'est un numéro national et après vous ajoutez votre département suivi de dièse. On a essayé tout à l'heure, ça fonctionne. Hem Et donc là, vous pouvez dire, bah, voilà, «Il est dans telle école, mon enfant, il a tant d'heures d'AESH, il y en a toujours pas, qu'est-ce qui se passe?» Voilà, vous pouvez vraiment poser votre question et normalement, ils ont 24 heures pour vous répondre et donc ils voilà, ils vont pas forcément trouver une solution, mais en tout cas, ils vont se renseigner, ils vont voir là où ça bloque et cetera. Vous avez quand même, du coup, la possibilité d'avoir un AESH que vous recrutez dans le privé, en fait. Suivant les départements, c'est plus ou moins facile. Là, par exemple, dans le 94, l'année dernière, il a été décidé qu'il n'y aurait plus d'AESH, privés, parce que, c'était un privilège, de gens qui avaient un peu d'argent pour payer l'AESH privé et que du coup, ça ne correspondait pas à l'école publique et donc dans le 94, l'année dernière, c'était plus possible, voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur, quels départements ont changé, leur façon de faire et en tous les cas, il faut que l'AESH adhère à une association qui, a été, validée, est en relation avec, l'académie dans laquelle vous êtes, même dans le département. Il faut qu'elle soit, ce soit des associations merci, conventionnées. Voilà, donc il y a une sur le site du CRAIF, heu sur le site du CRAIF, il y a une liste des associations conventionnées par département, donc qui est celle de l'an dernier, puisque pour l'instant, les recteurs n'ont pas terminé de signer les conventions et donc on n'a pas la liste pour l'année 2023-2024. Pour avoir un AESH privé, il faut que vous ayez une notification d'AESHI, donc individuelle, et non une notification d'AESHM. Du coup, d'emblée, si vous pensez, plutôt à quelqu'un, de privé qui serait donc, dans une association qui est agréée, il faut déjà il faut déjà le dire lors de l'ESS, de façon à ce que dans le GEVASCO, il y ait bien précisé une demande d'AESH individualisée. Parce que les AESH mutualisés, du coup, sont sur plusieurs enfants et donc vous ne pouvez pas avoir, payé votre AESH puisque cet AESH s'occupe de plusieurs enfants. Alors, dans les aménagements, il y a aussi les aménagements matériels, donc tout ce dont l'élève, peut disposer pour, travailler, pour se concentrer, pour communiquer, voilà. Donc ça, c'est son matériel, à usage individuel qui est notifié et que vous de c'est là que, plus le GEVASCO est détaillé et plus le matériel, est bien listé. Au moins l'enseignant peut tout de suite regarder, quel matériel il faut et ce matériel, il faut que vous le remettiez, dans la carte d'identité, TSA, c'est parce que c'est vraiment, il faut que quelque part, voilà, il y ait clairement écrit ce dont il a besoin. Hem, il y a ce matériel, quand vous le demandez, en adaptation, il y a une partie en plus qui peut, être pris en charge par la MDPH, hein, s'il a été, notifié. Comme, un ordinateur, par exemple, hein. Soit c'est son ordinateur de la maison qui est pris en charge par la MDPH, soit c'est le rectorat, puisque c'est notifié, qui vous prête un ordinateur pour l'année scolaire. Il y a aussi les aménagements organisationnels, donc du coup plutôt sur l'emploi du temps.
Donc, par exemple, au collège, votre enfant peut suivre des cours, par exemple, que les cours de maths en présentiel, puis les cours de français, il les suit au CNED, et il peut avoir un répétiteur qui peut, par exemple, venir répéter les cours de SVT sur le lieu du collège, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup d'aménagements qu'on peut faire d'un point de vue organisationnel, avec ou sans CNED, hein, voilà, sur le temps scolaire. Il y a aussi les aménagements des conditions de passation des épreuves, des examens et concours, du coup, sur le brevet, par exemple, ou sur le bac, ou d'autres examens. Toutes les adaptations qui sont mises en place pour les examens, ce sont uniquement les adaptations qui ont été mises en place dans l'année. Et là, du coup, faut voir avec le médecin du collège pour qu'il y ait un accord qui soit passé de façon à ce que, par exemple, il y ait une personne qui soit là pour prendre les notes pour passer l'épreuve de brevet, par exemple, ou alors qu'il y ait l'ordinateur ou qu'il y ait le document officiel adapté pour passer le brevet, par exemple. Alors, le document est un petit peu flou, mais c'était pour vous donner une idée de ce qui existait en ce moment par rapport au dispositif, au parcours de scolarité des élèves avec autisme. Il y a donc le milieu ordinaire, hein, dont on a essentiellement parlé là. Donc, dans le milieu ordinaire, il peut y avoir aussi, à partir du CP, des classes Ulysse, hein, donc, et puis Ulysse école, Ulysse collège, Ulysse lycée. Suivant les départements, il n'y a pas le même nombre d'Ulysse, il n'y a pas les mêmes spécificités d'Ulysse. En milieu ordinaire, donc l'enfant peut être avec son AESH ou pas. Il peut être suivi par un CESAD ou un CMPP ou un CAMS ou un CMP. Et puis, il peut aussi, il y a certains élèves à qui on propose une classe de SECPA en 6e et pour lesquels, quelquefois, ça fonctionne. C'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas prévoir un parcours à l'avance, hein. Et puis, il faut se dire que ce n'est pas linéaire. Par exemple, un enfant qui entrerait en UMA, en maternelle, en petite section, il n'ira pas forcément en UEA à la sortie de maternelle, il n'ira pas forcément en élémentaire dans cette classe, il ira peut-être en Ulysse école, ou peut-être qu'il ira dans l'ordinaire, ou peut-être qu'il ira en IME, etc. Donc, dans le spécialisé, hein, il y a les UE, hein, donc c'est un enseignant qui est en IME, qui est un enseignant spécialisé comme il y a dans des Ulysse ou comme il y a dans les UE, dans les UA et les UMA. Ils les ont mis en vert, hein, les deux UA et UMA, mais ce sont des dispositifs qui sont en milieu ordinaire, hein. Ce sont des dispositifs qui sont dans les écoles maternelles et élémentaires. Et donc, les UE peuvent être externalisés et donc dans un établissement médico-social comme un IME. Voilà. Et puis, il y a aussi des UE dans les hôpitaux de jour où il y a aussi un enseignant qui peut prendre un groupe d'élèves, voilà, avec pas forcément tous les jours et pas forcément des journées entières. Alors, pour finir, les ressources qu'on vous propose, il y a des ressources sur place, hein. Donc, là, nous sommes à la maison de l'autisme à Aubervilliers, donc le CRAIF a emménagé au sein de la maison de l'autisme. Il y a 2 éducateurs qui proposent des ateliers le vendredi, tous les vendredis de 10h à 13h. Ce sont des ateliers pratiques, hein. Il y a un petit temps de théorie, puis après, il y a un temps de mise en application. Là, vous voyez la photo où il y a des fabrications d'emploi du temps, si je ne me trompe pas, d'emploi du temps visuel. Et donc, il y a plusieurs thématiques et vous pouvez vous inscrire sur la formation craif.org, hein, pour les aidants qui s'affiche en bas. Et donc, comme vous allez avoir le support, vous aurez le lien. Donc, juste je précise, c'est des ateliers qui sont gratuits, mais pour lesquels il faut s'inscrire, donc sur le site internet, le lien est donc en bas, de la slide. Voilà, et qui sont réservés aux familles, hein, et non aux professionnels. D'autre part, vous avez la page du site du CRAIF où dans scolarité et études, vous avez des ressources et entre autres cette fameuse carte d'identité TSA. Tous les documents sont en Word, du coup vous pouvez enlever, faire ce que vous voulez avec le document, prendre ce qui vous arrange et voilà. Voilà, qui sont assez intéressants en fonction de votre problématique. Et puis, sur le lien de Autisme et TND, Tout savoir sur la rentrée, il y a entre autres une carte interactive avec tous les dispositifs qu'il y a en France.
Et puis, sur, des nouveautés de cette rentrée 2023 qui ressemble quand même beaucoup à la rentrée, 2022 puisque le plan autisme, 27. 2023-2027 n'est pas encore sorti, donc il n'y a pas de grandes nouveautés pour cette rentrée par rapport à l'an dernier.